Qu'est-ce que le H-Ribbons? Il a flashé il y a quelques jours sur Bitcoin et il est considéré par beaucoup comme un signal d'achat ultra intéressant sur le marché. Mais alors pourquoi? Comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo les amis. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je précise évidemment qu'au cours de cette vidéo, je vais donner régulièrement mon avis personnel, ma pensée, mon opinion au vu de cet indicateur et au vu des indicateurs dans leur intégralité. Ok? Donc, ayez bien ça à l'esprit. Alors, ce fameux H-Ribbons, vous le voyez actuellement à l'écran, il a affolé la cryptosphère et notamment sur les réseaux sociaux les derniers jours puisqu'il est apparu sur nos graphiques. Ce H-Ribbons, il est considéré comme un signal d'achat très intéressant et comme un signal de bottom en fait sur le marché. Alors avant de rentrer en détail et d'essayer de comprendre si effectivement là on a trouvé un bottom et on a un signal d'achat sur le marché, on va essayer de comprendre aussi un petit peu comment il fonctionne cet indicateur. Il faut savoir qu'il vient d'un essai écrit par Charles Edwards en 2019. Donc c'est un indicateur qui est relativement récent, hein, le H-Ribbons. Cet essai, il s'appelait H-Ribbons et Bitcoin Bottoms. C'est la raison pour laquelle on considère aujourd'hui que lorsque ce H-Ribbons apparaît, il nous indique en fait et il nous permet d'identifier le bottom sur le marché. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien justement de cet essai dans la description de la vidéo. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu la composition de ce H-Ribbons, de quoi il se compose et donc comment il est calculé. Déjà, la première chose qui va composer en fait notre fameux H-Ribbons, c'est le hash-rate. Qu'est-ce que c'est le hash-rate? Notamment le hash-rate du Bitcoin. Ça désigne en fait la puissance de calcul totale qui va être nécessaire à la création des blocs et à la vérification du coût des transactions d'une blockchain pour fonctionner en proof of work. Exactement comme le fait Bitcoin. Donc ça, c'est déjà une première partie de la composition, tout simplement, du H-Ribbon. Ça va prendre en compte, en fait, la puissance de calcul du réseau Bitcoin pour avoir déjà des premières indications. La deuxième chose qui va être très intéressante et qui va composer justement ce H-Ribbons, ça va être la difficulté de minage, donc qui rejoint un petit peu la partie précédente. La difficulté de minage, ça va représenter en fait tout simplement le temps qui va être nécessaire pour un mineur pour résoudre un bloc et donc adapter sa difficulté tous les 2016 blocs, ok, puisque c'est selon cette période en fait que le mineur va s'adapter. Ça correspond environ à 2 semaines de travail, à 2 semaines de minage. Cette difficulté de minage, eh bien, elle va augmenter ou diminuer en fonction de notre fameux hash rate qu'on a vu jusqu'avant. Donc là, on a déjà 2 éléments très intéressants et très importants pour comprendre un petit peu comment ce H-Ribbon fonctionne. Ensuite, on va pouvoir utiliser ces 2 indicateurs pour nous informer, oui, voilà, le moment où les mineurs vont capituler. C'est-à-dire eux, où ils vont considérer en fait que l'activité de minage ne va plus être rentable pour eux. Effectivement, à un certain moment, lorsque le prix descend trop, eh bien, le mineur n'est plus rentable. Et on le voit, par exemple, récemment, on a eu une phase où les mineurs ont vendu, en fait, ont liquidé les bitcoins qu'ils gagnaient, puisqu'ils avaient besoin d'argent, alors que dans des périodes un petit peu plus prospères et des périodes de bull run sur le marché, les mineurs ont tendance à accumuler leur bitcoin. Ok? Donc ça, c'est déjà une première chose très très intéressante. C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque on a des prix qui descendent énormément, on a certains des mineurs qui arrêtent complètement l'activité de minage, qui débranchent les machines, et du coup, le hash rate, lui aussi, et la difficulté de minage baissent. En fait, donc tout est une question d'équilibre, comme vous en doutez. Donc si on superpose au final, eh bien, le prix avec la difficulté de minage, on obtient une certaine corrélation. En fait, on se rend compte qu'il y a un lien qui est quand même relativement fort, justement, entre ce hash rate, cette difficulté de minage, et les mouvements du prix. En effet, la capitulation des mineurs, c'est le dernier signe avant un bottom, puisqu'ils sont généralement les derniers à quitter le navire. En fait, quand on a un bear market, quand on a un prix qui se pète totalement la gueule, on va d'abord avoir les institutionnels principalement qui vont partir, ensuite on va avoir les particuliers, et pardon, c'est l'inverse, et à la fin, en fait, au bout du bout, si le bear market se prolonge énormément, c'est les mineurs qui vont arrêter en dernier. C'est pour ça que ça nous donne une indication sur le bottom et sur les fins de bear market. Alors évidemment il n'y a pas que ça, ok. Le H-Ribbons il se compose aussi de moyennes mobiles simples, donc les SMA. L'indicateur, le H-Ribbons, il est composé de 2 SMA sur le hash rate.
déjà la SMA sur 30 jours et ensuite la SMA sur 60 jours. En gros, ce qu'il faut comprendre, et là vous les avez actuellement à l'écran, c'est que si la SMA en 30 jours croise à la hausse la SMA 60, cela indique donc la fin de la capitulation des mineurs et donc historiquement un signal d'achat. C'est exactement ce qui s'est passé ici. On a notre SMA 30 jours qui croise à la hausse la SMA 60 jours. On a donc notre signal d'achat, boum, et le prix s'envole. Alors là, c'est vrai qu'on l'avait eu à cette période-là, on était passé de 49 000 à 69 000 $ en quelques semaines, hein, c'est la dernière fois que le H-Ribbon s'était apparu. Voilà ce qui s'était passé. Maintenant, attention, on a des fois quelques faux signaux. Ok, pourquoi? Parce que des fois, le H-Ribbon, il va apparaître, mais il ne va pas se confirmer. C'est exactement ce qui s'est passé ce week-end. C'est-à-dire qu'il a commencé à apparaître, par exemple, en H4 en daily, mais avec la clôture de weekly d'hier soir, il a fini par disparaître. Donc le signal d'achat n'a pas été confirmé. Pour réduire justement ces faux signaux, ces faux indicateurs, ces faux signaux d'achat, pour réduire le bruit, il faudrait qu'en plus de ce croisement que je vous ai montré juste ici, donc là, on a entre la SMA 30 et la SMA 60, il faudrait qu'on prenne en compte celui de la SMA 10 et 20 sur le prix. Ok, donc là, ça rajouterait deux autres moyennes mobiles simples, mais qui nous permettraient une meilleure compréhension de manière plus pertinente, plus cohérente et surtout plus précise. Et là, lorsque du coup, on a en plus du croisement SMA 30, SMA 60, plus SMA 10, plus SMA 20, alors là, on a réellement la confirmation du signal d'achat avec cette petite pastille bleue qui fait tant plaisir à voir. Alors maintenant, est-ce que ce fameux H-Ribbon, c'est un indicateur qui est réellement pertinent et qui fonctionne réellement bien? Ok, parce que vous allez me dire, ouais, est-ce que ça marche à chaque fois? Est-ce que des fois, ça se trompe pas, etc. Globalement, il faut reconnaître et dire que le H-Ribbon, c'est un indicateur qui ne se trompe quasiment jamais. Ok, il est fiable à environ 90%. La plupart du temps, lorsque le H-Ribbon est apparu, on a eu de réelles tendances haussières. Alors des fois, elles ont été plus ou moins fortes. On voit par exemple ici que fin 2019, on a eu un H-Ribbon, mais que le prix n'a pas fait, on n'est pas reparti en bull run et qu'en fait on n'avait pas touché le bottom puisqu'on était reparti en fait plus bas par la suite. Mais la plupart du temps, lorsque ce fameux H-Ribbon se déclenche, on a quand même de très très belles tendances haussières et généralement on a en fait le bottom qui est réellement touché. Alors aujourd'hui, le truc c'est que voilà, on a aussi d'autres indicateurs qui vont nous permettre et qui vont nous informer sur ces zones d'achat très intéressantes, sur ces zones de bottom. On va avoir donc effectivement le H-Ribbon, mais on va pouvoir aussi regarder le RSI en monthly, qui lorsqu'il est sous le niveau 44 est généralement un signal d'achat intéressant. On va avoir le RZ qui lui, quand il est sous les 1, eh bien, va être là aussi un signal d'achat très intéressant. Et puis on va en avoir beaucoup d'autres que je vous invite à aller checker dans le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Le plus intéressant dans tous ces indicateurs, c'est qu'ils prennent des métriques complètement différentes pour arriver au même résultat. C'est-à-dire qu'ils ont des façons, des manières de calculer, des façons de fonctionner en fait totalement différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'algorithmique, on va avoir du logarithmique, on va avoir de l'automatique, on va avoir plein de choses totalement différentes. Mais au final, on va arriver au même résultat, au même bottom, au même signal d'achat. Et ça confirme en fait du coup la qualité de ces indicateurs. Puisque lorsque au même moment, ils vont tous dans le même sens, on peut considérer qu'ils sont donc pertinents. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un contexte de marché avec une croissance exponentielle, faisant par exemple ATH sur ATH sur ATH sur ATH sur plusieurs années, exactement comme est en train de le faire Bitcoin, il est difficile de trouver un indicateur qui ne performe pas. Pourquoi? Parce qu'on va fonctionner sous forme de cycle. C'est comme ça que Bitcoin fonctionne. Et vu qu'on fonctionne sous forme de cycle, eh bien, on a quand même des éléments qui se répètent de manière assez régulière, sous un même laps de temps, et du coup, forcément, ces indicateurs, ils ne sont pas mis à rude épreuve. Ok? Donc, c'est assez compliqué de prendre du recul sur ces indicateurs et de comprendre à 100% si effectivement ils sont fiables. Alors, pour l'instant, tant que le marché fonctionne sous ces cycles-là et se déroule de cette manière, tant que le marché se déroule de cette manière, pour moi, ces indicateurs vont continuer de fonctionner. Maintenant, si à long terme, on imagine un Bitcoin qui devient réellement une réserve de valeur et du coup, qui a atteint un prix très haut, et ce prix très haut a tendance à relativement stagner ou en tout cas avoir une augmentation beaucoup plus faible, et bien peut-être qu'à ce moment-là, on se rendra compte que ces indicateurs seront beaucoup moins pertinents ou en tout cas beaucoup plus durs à interpréter. Donc il faut prendre du recul.
C'est très très important avec ce type de signaux. Mais si votre façon d'investir, votre thèse d'investissement, et que cette dynamique-là haussière, telle qu'on l'a aujourd'hui, elle va perdurer, alors il faut que vous preniez en compte, et il faut que vous continuez de prendre en compte ces indicateurs pour optimiser en fait vos positionnements, c'est-à-dire acheter au bottom, vendre au top. Moi personnellement, je ne fonctionne pas réellement de cette manière. Pourquoi? Parce que encore une fois, je pense et j'ai une forte conviction que le marché il va être amené à évoluer. Ok, c'est un secteur qui va grossir, mais du coup qui va changer aussi, et notamment Bitcoin. Ok, dans sa manière de fonctionner, les cycles pour moi vont se modifier. D'accord, c'est-à-dire qu'on ne va pas, pour moi, fonctionner de la même manière. Autant intrinsèquement, autant en termes de cycle, en termes de timing, en termes de durabilité, tout va être un petit peu chamboulé. Et du coup, je ne préfère pas me fier qu'à ces indicateurs-là, même si évidemment sur du long terme, on a vu qu'ils étaient aujourd'hui encore très très pertinents. Pour les personnes qui sont encore aujourd'hui très baissières, très bearish, ok, notamment à cause de ce qui se passe sur le contexte macroéconomique, sur le contexte économique, financier, monétaire, oui, effectivement, on a un contexte macroéconomique absolument catastrophique, hein, ça je vous le répète depuis maintenant plusieurs semaines, mais on ne connaît pas en fait ce qui va se passer demain. Ok, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Rappelez-vous un petit peu ce qui s'était passé avant que Tesla investisse sur Bitcoin. On n'avait pas forcément un contexte macroéconomique extraordinaire, notamment avec la période Covid. Ok, on n'est pas à l'abri, voilà, d'un pays ou d'une énorme entreprise qui va se positionner sur Bitcoin, ou alors d'une révolution sur les géants du web qui va faire un petit peu changer tout ça et qui pourrait renverser toute la tendance actuelle. Ok, il ne faut pas oublier que certes aujourd'hui Bitcoin est extrêmement corrélé au marché financier traditionnel, mais on n'est pas à l'abri, et ça serait même très bien, qu'il se décorrèle subitement à cause d'une actualité ou d'un changement principal, qu'il se décorrèle de ces marchés financiers traditionnels et qu'il prenne son élan de manière un petit peu indépendante. Donc voilà, pour conclure, je vais terminer avec une petite citation. Il vaut mieux être positionné longtemps dans le marché que d'essayer de le timer, ok? Donc c'est-à-dire que vaut mieux être là pendant une longue durée plutôt qu'essayer tout le temps de comprendre quand est le bottom, quand n'est pas le bottom, quand il faut acheter, quand il faut vendre, enfin voilà. Là je parle évidemment pour une stratégie d'investissement DCA, ok? Je ne parle pas pour le trading, évidemment que dans le trading on va chercher justement à l'inverse ces zones d'achat, ces zones de vente tout le temps voilà, au cours d'une journée, mais c'est pas forcément la meilleure manière de réfléchir et de comprendre le marché quand on a une vision beaucoup plus long terme, puisque comme j'aurais pu vous le préciser tout à l'heure, aujourd'hui, même avoir acheté à tous les tops du marché reste rentable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous aviez acheté à tous les tops de Bitcoin depuis sa création, vous êtes quand même gagnant. Ok, donc ça c'est très très important de le garder à l'esprit. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais terminer avec quelques petites informations, notamment sur ça. Un seul indicateur n'est pas suffisant, ok? Construisez-vous votre propre stratégie, votre propre méthode d'analyse, de trading, de compréhension du marché et d'investissement en fonction de vos capitales, de vos envies, de vos risques, de comment vous voulez investir tout simplement, et aussi en fonction de ce qui fonctionne pour vous, ok? Notamment si vous faites du trading, il n'y a pas une seule méthode, il n'y a pas un seul indicateur qui marche mieux que les autres, il n'y a pas une seule stratégie qui marche mieux que les autres. Petit clin d'œil aux bandeurs de SMC du moment qui voilà, pensent que c'est la meilleure manière d'analyser. Alors oui, elle est très bien, mais il n'y a pas que celle-ci. Comme voilà, il y a encore un an, on nous disait qu'il n'y avait que les patterns chartistes qui marchaient. Comprenez que c'est faux, ok? Il n'y a pas un truc qui marche et il n'y a pas un truc qui ne marche pas. C'est très très important de comprendre ça. Et juste avant de finir, je vous rappelle qu'il y a un gros concours sur Insta et Twitter en ce moment les amis. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.